Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, après une pause estivale qui a été sans doute un peu longue et qui vous aura permis d'écouter les précédents épisodes, les podcasts reprennent plus vivants que jamais et dans ce premier podcast après les vacances, j'ai décidé de vous parler d'une de mes destinations estivales. Alors ça peut paraître un petit peu futile de parler de vacances et de parler de soi, mais je voudrais vous dire davantage. Je vais vous parler pendant ce podcast de Naples, mais avant de commencer, je voudrais vous parler déjà du voyage de manière générale, de ce que le voyage signifie peut-être pour moi par rapport à l'expérience que j'ai des voyages. L'objectif de ce podcast, c'est d'une part peut-être de vous inciter à visiter la ville de Naples, mais aussi de vous inviter au voyage. Et un voyage une forme de voyage qui n'est peut-être pas celle du commun, en tout cas des mortels à notre époque, qui s'écarte peut-être du tourisme et qui vous invite à vraiment découvrir notre civilisation et à vous inviter à la réflexion pour mieux vous connaître vous-même. Ma vision du voyage, s'enracine dans une expérience. Tout simplement parce que j'ai voyagé depuis que je suis tout petit. Mes parents m'ont emmené dans de nombreux pays dès l'âge peut-être de mes 5 ans, 6 ans. Je crois que c'est mon premier voyage à un pays étranger. Jusqu'à mes peut-être 5 ans, on a beaucoup fait des voyages en famille en France. Et cette passion du voyage voilà, est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors d'où vient-elle? Déjà, elle vient de mon père. Mon père est un homme qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale, qui finalement a sans doute assez peu reçu de ses parents. En tout cas, moi, il m'a peu parlé de son enfance. Les seules choses que je sais, c'est que pendant cette période, en tout cas, sa toute petite enfance, ses parents étaient assez engagés. Et donc, du coup, il a été plutôt éduqué par des oncles, des tantes, assez peu finalement avec ses parents. Ensuite, il a été envoyé dans un sanatorium, donc un lieu qui était destiné à des enfants malades. Et pendant toute cette période, il n'a vu aucun membre de sa famille durant 3 ans. Et l'anecdote qui m'a été racontée nombreuses fois, c'est lorsque ses parents sont venus le chercher, il ne les a pas reconnus et il s'est adressé à eux en disant bonjour monsieur, bonjour madame. Alors je ne connais pas grand-chose de plus sur l'enfance et l'adolescence de mon père, je sais simplement qu'après une première expérience professionnelle, il s'est acheté un petit peu par hasard des billets d'avion et il y a eu une erreur sur la destination, il est parti en Inde. Et je crois que c'est ce voyage qui a déclenché vraiment une passion absolument folle pour les voyages. Et il s'est rendu au cours de sa vie, je pense, plus d'une trentaine de fois en Inde, mais pas seulement en Inde, puisque à partir de ce premier voyage, il s'est passionné pour d'autres pays. Il a arpenté justement les pays comme un aventurier, de sa manière, en sortant des sentiers battus, en prenant des risques, en allant dans des endroits où personne ne va. Et donc, il a visité voilà, l'Afghanistan, l'Iran, la Chine, le Vietnam, le Laos, le Népal, l'Indonésie, la Russie, l'Égypte, le Mexique. Enfin, la liste est très longue et je ne connais même pas tous les pays dans lesquels mon père est allé. Et pour lui, le voyage, c'était tout sauf du tourisme au sens où on l'entend couramment. C'est-à-dire que c'était pas un voyage où on va consommer des divertissements, c'est pas un voyage où on va se prendre en photo devant un paysage ou un monument. D'ailleurs, je crois que mon père a rapporté aucune photo de ses voyages, si ce n'est des images qui ont pu être prises parfois par des photographes et qu'il a rapportées, mais qui ne sont pas des photos de lui, qui sont des photos de peuples souvent vivant des existences assez reculées dans la forêt, etc. Donc le voyage, pour lui, je pense que c'est surtout une expérience existentielle, une forme de curiosité qui le dévore jusqu'au plus profond de l'âme et qui le poussait à s'intéresser à d'autres cultures, à les découvrir, et vraiment pas dans une logique vraiment de consommation, mais dans une logique de quelque chose qui construit finalement de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, on se passionne pour les autres, mais cette passion pour ce monde exotique est quelque chose qui nous apprend quelque chose de nous-mêmes. Et suite à ces voyages, mon père est devenu un antiquaire qui s'est spécialisé dans les objets et les textiles en particulier ethniques. Alors, dans mes souvenirs d'enfant, des objets qui m'avaient particulièrement fasciné, je me souviens qu'il y avait un casse-tête qui était, je crois, d'origine indonésienne. Il y avait des boomerangs sculptés avec des dents de requin d'aborigènes. Il y avait évidemment des saris indiens, des kimonos japonais, des tapis de Turquie, des soies chinoises, voilà, et plein d'autres choses.
Et c'était pas, voilà, l'objectif n'était pas tant finalement d'en faire un business, hein, c'était vraiment une passion. J'ai récupéré tous les livres de mon père et en fait il a une bibliothèque mais immense qui approfondit en fait tous ces sujets-là de manière extrêmement méticuleuse, c'est-à-dire tant sur des techniques de teinture avec des coquillages, l'indigo, etc., des insectes. Euh, Énormément de livres sur des broderies, des livres sur la mythologie. Il avait toute une bibliothèque sur des récits d'explorateurs, etc. Et voilà, tout son être était tourné vers un monde nouveau, un horizon à découvrir, à contempler, à aimer. Alors, très vite, donc voilà, j'ai voyagé avec mes parents et ma première expérience, c'est d'abord la souffrance. J'ai pas du tout aimé ces premiers voyages. Moi, j'étais dans une école où j'étais un peu un original parce que déjà mes parents étaient plus âgés que la moyenne des autres parents. Mes parents m'ont eu tard. Donc voilà, j'étais un peu un fils de vieux et donc du coup les vacances que je pouvais passer avec mes parents n'avaient pas grand-chose avec les vacances que mes amis pouvaient passer avec leurs parents. Et du coup, comme forcément quand on est dans ces classes de primaire, collège, on s'identifie beaucoup à ce que les autres nous racontent. Moi, je me souviens que je suis jamais allé faire du ski avec mes parents. Voilà, la plage, ça a pu arriver, mais c'était vraiment anecdotique. Donc voilà, j'aurais rêvé de vacances ordinaires, comme tout le monde, dans lesquelles on va dans des hôtels modernes ou dans des gîtes de vacances confortables, voilà, où c'est le farniente, etc. Mais moi, c'était tout l'inverse. Déjà, souvent, quand on mangeait dans les pays étrangers, on mangeait dans des restaurants dans lesquels vont les populations locales. Je suis qu'en Inde, on prenait le train dans les wagons de seconde classe, donc on était mélangé avec la population locale et avec tout l'inconfort qu'on peut avoir dans ce type de transport. À chaque voyage, j'attrapais évidemment toutes les maladies que l'occidental contracte dès qu'il sort de sa zone de confort. Donc, voilà, je ne vais pas vous raconter forcément les détails, mais vous pouvez imaginer la fièvre, des diarrhées et puis une sorte de vertige en fait, parce que quand on est finalement voilà, déshydraté, on n'arrive plus, notre estomac n'arrive plus à rien garder du tout. Ben, on se retrouve dans une forme d'état un peu second et dans cette moiteur asiatique. Voilà, c'est encore voilà, des souvenirs voilà, d'arriver à peine à me lever de mon lit avec les draps qui collent avec la sueur, etc. Mais en fait, voilà, tout ça est resté dans mes souvenirs et petit à petit, ce dégoût s'est transformé en une forme voilà, de souvenir un petit peu nostalgique et une envie finalement de revivre tout ça. C'était pareil, voilà, j'évoquais la nourriture, mais en Inde, quand j'étais petit, c'était impossible de se procurer de la nourriture qui n'était pas épicée. Je me souviens même parfois, mes parents demandaient dans le restaurant si c'était possible d'avoir quelque chose d'un peu moins épicé. En fait, c'était quand même toujours 10 fois plus épicé par rapport aux standards qu'on a en Europe. Je me souviens voilà, de soupes de poisson au Vietnam enfin, qui me répugnaient, enfin, voilà, de périodes où je mangeais uniquement que du riz et des bananes parce que tout le reste voilà, ne m'inspirait aucunement confiance. Et puis voilà, toutes les odeurs aussi, hein, ces odeurs qu'on rencontre dans les pays d'Asie ou d'Afrique du Nord, où on a des viandes qui patientent au soleil avec des poissons, des œufs qui pourrissent, tout ça sous des nuées de mouches. Je me souviens aussi de la poussière, de la chaleur, de la marche aussi, parce que mes parents marchaient énormément, donc on allait visiter plein de choses qui, moi, m'intéressaient pas du tout, que ce soit des musées, des temples, des mosquées, des paysages, voilà, parfois un peu reculés, etc. Et on croisait quasiment aucun occidentaux, quoi. On était un peu les seuls blancs à se balader dans des lieux qui, voilà, moi, me parlaient absolument pas quand j'avais, je dirais, entre 7 et 13 ans. Je me souviens même parfois que mes parents, enfin mon père surtout, prenait des risques absurdes, quoi. Enfin voilà, soit on se faisait suivre par des chiens dont ma mère pensait qu'ils avaient la rage, on rentrait dans des temples où les blancs n'étaient pas forcément les bienvenus. Je me souviens d'une fois où on avait visité une mosquée et puis des enfants qui devaient avoir, je pense, 12, 13 ans, nous avaient jeté des pierres, on s'était fait poursuivre, etc. Je me souviens aussi au Vietnam, voilà, d'avoir des prostituées qui étaient venues marchander leur tendresse auprès de mon père et moi, alors que je crois que je devais avoir à peine 14 ans. Et je me souviens d'enfants vietnamiens qui nous couraient après dans un petit village en nous harcelant de questions. Et à la question Where are you come from? Mon père avait répondu From the moon. Et là, tous les enfants étaient terrorisés, étaient partis en courant, en racontant dans tout le village qu'ils avaient vu des gens qui venaient de la Lune.
Voilà, je me souviens de m'être baigné dans le Gange à 11 ans. Vous savez, le Gange, c'est le fleuve dans lequel sont jetés les cendres des cadavres des Indiens qui aspirent à se dissiper dans le nirvana. Et je me souviens d'avoir échangé des sourires un peu innocents avec une jeune fille qui devait avoir à peu près mon âge, à 10 ans, qui vendait du bétel. Donc, le bétel, c'est des petites feuilles que les Indiens chiquent un peu comme du tabac et qui leur donnent une salive rouge qui crache un peu partout. Donc, on voit des crachats rouges. On peut penser que c'est du sang, mais en fait, non, c'est juste la couleur que prend la salive à force de chiquer. Je me souviens d'avoir joué à 11 ans à peu près avec un petit bonze, un petit moine tibétain qui devait avoir mon âge. Voilà, enfin, plein d'expériences sur lesquelles je pourrais m'étendre encore longuement, mais qui m'ont beaucoup marqué. Et je remercie voilà, mes parents de m'avoir transmis cette passion. Et si tout au début, comme je le disais, était désagréable, c'est-à-dire la chaleur, les épices, la fièvre, plus tard, toutes ces sensations, elles me sont revenues comme un manque au plus profond de moi-même. Et donc à 18 ans, dès que j'étais majeur, eh bien, je suis parti à mon tour dans ces destinations dans lesquelles mes parents m'avaient emmené. Donc j'ai emmené un de mes meilleurs amis en Inde. On était parti sans bagages. On avait voyagé dans des auberges de jeunesse un peu décrépies, parfois même sordides. On s'était fait faire des vêtements sur place. Et puis plus tard, j'y ai même emmené ma femme. Et si aujourd'hui je disposais du temps et de l'argent qui est nécessaire à ces voyages, je crois que j'essaierais de poursuivre l'œuvre de mon père en essayant d'explorer le monde, non pas en consommateur, mais vraiment dans le but de contempler, de s'approprier spirituellement des lieux, de rencontrer des personnes, d'essayer de comprendre justement cette altérité. Il y a un autre élément dans toujours cette approche du voyage, je vais venir à Naples dans très peu de temps, mais ce qui a caractérisé, je trouve, un peu l'approche de mon père et qui m'a beaucoup marqué, c'était son rapport avec les populations que nous rencontrions sur place. Je ne sais pas comment je pourrais catégoriser politiquement mon père, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il était tout sauf un idéaliste naïf, universaliste, à l'égard des peuples que nous rencontrions. Mon père était passionné par différents pays, par différentes cultures, mais il était profondément français, il était profondément ce qu'il était. Il m'a appris à chanter des chansons françaises. Il avait été scout, c'était quelqu'un d'assez enraciné et qui ne cherchait pas finalement qui il était en allant ailleurs. En fait, si, il cherchait qui il était, mais non pas pour devenir un Indien ou devenir je ne sais quel peuple qu'il allait rencontrer, mais cette rencontre avec autrui, finalement, un peu sous forme de miroir, lui permettait de comprendre qui il était. J'y reviendrai. Je voudrais revenir donc sur le rapport que mon père avait avec ces peuples que nous rencontrions, avec ces personnes. Et souvent, moi, il m'apparaissait comme étant distant et sévère. C'est-à-dire que souvent, il donnait des ordres, il pouvait se montrer un petit peu autoritaire, alors que profondément, il respectait énormément ces peuples. Il était toujours fasciné. Rien, même des choses parfois qui pourraient nous paraître primitives, étaient des choses qui l'intéressaient profondément. C'est-à-dire qu'il était très admiratif même d'ethnies extrêmement sauvages. C'était des choses qui l'intéressaient énormément, qu'il avait envie de comprendre, qu'il voulait connaître, admirer. Mais cette attitude distante, en fait, elle était nécessaire pour que tout se passe bien. Parce que quand on est dans un pays étranger, et surtout quand on est finalement le seul occidental ou le rare occidental dans ces pays-là, si on se laisse dominer, la situation risque assez vite de dégénérer et de devenir ingérable. Et donc mon père ne souhaitait pas profiter de ces gens-là, de ne pas les humilier ou quoi que ce soit, mais il était assez directif. Et pour contraster un petit peu ce que je suis en train de dire, un exemple qui me vient en tête, c'est à un moment donné, on était dans une sorte de taxi qui est donc pas à moteur, hein, c'est un taxi où il y a un homme à l'avant qui pédale et il y a une petite banquette à l'arrière où on était trois, mon père, ma mère et moi. Et dans la montée, mon père nous a fait descendre et il a aidé notre chauffeur à pousser le taxi jusqu'au bout de la montée. Donc c'est vrai, il y avait une forme de respect et de compréhension, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que on payait un homme pour nous véhiculer, et c'est d'ailleurs normal d'une certaine manière de payer un homme pour être véhiculé parce que cet homme c'est son gagne-pain, et d'une certaine manière si on regardait ça en tant que
occidentaux épris d'égalité, on dira bah non, il faut pas prendre ce genre de transport, c'est cautionner une forme de vestige d'esclavage, je sais pas quoi. Oui, d'accord, c'est très bien, mais en fait, lui, concrètement, il gagne sa vie comment en fait? Et je pense qu'il nous fait payer plus cher d'ailleurs qu'il fait payer aux autochtones. Mais même sur les prix, justement, mon père souvent négociait. Alors parfois, si on ramène la somme négociée en roupies, en fait, on se rend compte qu'on négocie entre 5 et 10 centimes. Mais c'était aussi un petit peu une question de principe pour gagner d'une certaine manière le respect des personnes avec qui on était, parce que ce respect et cet ordre, en quelque sorte, est nécessaire au bon fonctionnement des choses. Et ça arrivait, voilà, mon père de gronder, de taper du poing sur la table avec ses interlocuteurs, d'être directif. Mais aussi, il avait tout à fait cette conscience de, on est accueilli chez des gens, d'accepter des présents. C'est parfois, on est un peu gêné, justement. Je me souviens au Maroc, dans des montagnes, où mon père était à la recherche de costumes très particuliers destinés à des mariages, etc. Et en fait, quelque chose qu'il était prêt à acheter parce qu'il allait sans doute ensuite le revendre à un musée. Il avait forcément voilà, une somme importante pour acheter et en fait, on lui a offert. Et c'est vrai qu'au début, il était gêné, enfin même ma mère était gênée de ce présent. Mais en fait, il aurait été très malvenu de le refuser. Ah, c'était d'une certaine manière une marque qui était voilà, celui qui nous l'offrait, le père de famille qui nous offrait ses tuniques, ses ceintures, etc. de mariage. C'était une manière aussi pour elle, elle y trouvait une certaine forme de fierté et il aurait été tout à fait inconvenant que de refuser ce présent. Et je me souviens aussi d'une anecdote que mon père me racontait. Mon père lisait donc beaucoup de récits de voyages d'aventuriers du 18e, 17e, 19e siècle. Et dans cet épisode, il était question justement des Français qui étaient réputés auprès des populations indiennes pour leur bonté, leur générosité, même une certaine forme de tendresse. Tandis que les Anglais, eux, étaient toujours durs, sévères et réputés pour mépriser profondément les Indiens, en fait, pour ne surtout pas se mélanger à eux, pour voilà, les considérer comme des êtres inférieurs. Alors que justement, dans cette optique très française, je pense que le voyage et même la colonisation, alors il y a des exceptions évidemment, hein, mais je donne les choses à grands traits, il y a une volonté vraiment de curiosité, de vouloir découvrir qui est l'autre. Et du coup, voilà, c'est là où je reviens à ce que je voulais dire sur le voyage et profondément pourquoi, à mon avis, le voyage est quelque chose qui a du sens et qui mérite d'être une expérience vécue. C'est que le voyage, c'est un miroir. C'est-à-dire qu'en fait, on va loin et on va se confronter à une altérité, à des gens qui sont différents. Et en fait, on va comprendre qui on est dans un jeu des différences. C'est-à-dire que ces systèmes hiérarchiques qui sont très différents, c'est une forme de religiosité qui peut paraître très exotique par rapport à la nôtre, c'est des us et coutumes qui nous choquent, mais qui finalement vont nous renvoyer à nous-mêmes, enfin, par différence, et on va mieux comprendre qui on est, quelle est notre identité. Moi, je me souviens de mon expérience au séminaire international où on était plusieurs nationalités, ne serait-ce que européennes et quelques sud-américaines, mais ça m'a permis vraiment de comprendre ce qu'était un Français par rapport à un Allemand, par rapport à un Italien, par rapport à un Espagnol, par rapport à un Sud-Américain, par rapport à un Américain, par rapport à un Anglais, etc. Donc cette rencontre, en fait, elle est très structurante, elle nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, et c'est ça que je trouve très intéressant dans le voyage. Et d'ailleurs, on peut faire la même expérience à l'échelle nationale. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage dans les différentes provinces de France, qu'on soit en Normandie, en Bretagne, en Bourgogne, en Provence, au Pays Basque, eh bien toutes les micro-différences qu'on va observer, elles vont nous permettre de cerner ce qui fait la spécificité de notre terroir. Donc, le voyage, quand on quitte l'Europe, bah, ça nous permet de comprendre ce qu'est un Européen. Quand on quitte la France et qu'on voyage dans d'autres pays d'Europe, ça nous permet de comprendre ce qu'est un Français. Et quand on voyage en France, bah, ça permet de comprendre les spécificités de notre petite patrie régionale. Alors, après ce long prologue qui a duré déjà une vingtaine de minutes sur le voyage en général, je vais revenir à Naples. J'étais cet été à Naples, j'y ai passé quelques jours. C'était un voyage dans lequel on n'est pas resté à Naples toute la semaine. On a été accueillis chez des amis qui, s'ils m'écoutent, je les remercie encore pour leur accueil chaleureux dans cette magnifique petite ville paradisiaque de Sabodia. On a été aussi accueillis à Rome. Enfin, je remercie encore nos amis romains. Et on a passé donc 4 jours à Naples, qui est une ville que j'aime tout particulièrement. Alors pourquoi j'aime tout particulièrement Naples ? Pourquoi Naples ? Déjà, tout d'abord parce que, encore une fois, ça renvoie à mon enfance. Mes parents, enfin ma mère avait un ami
napolitain, Oreste, qui est mort aujourd'hui, à qui je rends hommage, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et pour qui je garde une affection énorme. Et donc mes parents se rendaient à Naples à peu près une fois par an, 2 semaines, ou souvent pendant les vacances de février. Donc je ne sais pas combien de fois je suis allé à Naples quand j'étais enfant, mais beaucoup de fois. Et comme pour les autres voyages, je n'aimais pas Naples. Je n'aimais pas Naples parce que je ne comprenais pas l'intérêt d'aller dans cette ville. Ça ressemblait pas du tout à l'Italie des cartes postales. Euh, Finalement, voilà, même en Europe, je me disais que mes parents avaient des goûts pour des destinations loufoques et un peu incompréhensibles. Et comme pour l'Inde, je suis retourné à Naples de mon plein gré dès ma majorité, et c'est devenu petit à petit une sorte d'amour passionnel pour cette ville. Alors, qu'est-ce que Naples a de si original, de si spécial? Déjà, je vais commencer un petit peu par vous donner quelques éléments d'histoire. Je ne suis pas du tout historien, je vais être très général. Mais Naples, c'est une cité qui remonte à l'Antiquité grecque. Hein, son nom vient de Néapolis, qui signifie tout simplement la ville nouvelle. Enfin, je pense que les Grecs étaient un peu en manque d'inspiration quand ils ont créé cette cité, mais ils l'ont appelée donc la ville nouvelle. Naples ensuite a subi l'influence romaine. Vous savez, Naples, c'est juste à côté de la ville de Pompéi, juste à côté du Vésuve. Hein, il y a eu donc cette explosion du Vésuve à Pompéi qui a figé la ville antique dans la pierre volcanique. Donc si vous allez à Naples, je vous invite à visiter Pompéi. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé, mais c'est tout de même quelque chose d'assez impressionnant. Il y a Herculanum. Voilà, plein de cités grecques avec une richesse archéologique énorme. Et puis Naples, ensuite, à partir du Moyen-Âge, elle a connu une évolution assez importante. Elle est devenue normande, puis ensuite angevine. Puis à la Renaissance, elle est devenue sous influence espagnole. Elle est revenue sous l'influence française sous Napoléon, avant ensuite de rentrer sous le giron de l'unité italienne au XIXe siècle. Mais Naples, ça a été donc une capitale, parce que c'était la capitale, justement, on appelle ça le royaume de Naples. Et donc à la fois capitale culturelle, à la fois économique, politique, diplomatique. Donc Naples, voilà, c'est juste pour simplement vous situer si vous ne connaissez pas, c'est pas une petite bourgade, c'est pas une ville riche historiquement parmi d'autres, c'est vraiment une ville d'une importance capitale en Italie. Et je pense que Naples, pour moi, est d'un point de vue de la richesse historique, au moins à égalité avec Rome, Venise et Florence. Alors vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi Naples plutôt que Rome? Bon, alors déjà, vous n'allez pas m'obliger à trancher tout de suite parce que j'aime Rome et je ne peux pas vraiment comparer Rome et Naples parce que j'aime ces deux villes pour des raisons très différentes. Pour moi, Rome, c'est la ville éternelle, c'est le berceau de l'Europe, c'est le berceau c'est une cité impériale, c'est un modèle qui s'est dupliqué, enfin, l'a façonné totalement l'Europe. Et puis c'est aussi, d'un point de vue chrétien, c'est le berceau de la papauté. C'est une ville, Rome, où tout catholique se sent chez lui, notamment à cause du Vatican. C'est une ville dans laquelle en plus j'ai des amis, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu des expériences fondatrices avec des voyages avec des amis, donc j'aime énormément Rome, mais Naples a quelque chose de particulier et voilà, je ne sais pas si je serais forcément capable de donner une préférence pour l'une ou l'autre. C'est tellement différent et les raisons de les aimer sont chacune différentes. Alors Naples, c'est déjà une ville qui est très dépaysante. Alors je déteste cette phrase, hein, c'est vraiment une phrase à la con, dire ah qu'est-ce que c'est des paysans, mais c'est vrai. Parce que quand on arrive à Naples, si on a déjà visité d'autres villes italiennes, eh bien on ne se croirait pas du tout en Italie. C'est quelque chose de choquant à Naples, et je pense que ce qui fait sans doute l'ADN de Naples, ce sont les contrastes. C'est-à-dire que si on enlève un des deux pôles, en quelque sorte, cette ville perd tout son intérêt. Ces contrastes, si on devait les schématiser, c'est une extrême pauvreté et une richesse extrême. Richesse pas forcément au sens d'un capital économique et financier, mais richesse au sens d'un patrimoine. Alors, je vais commencer du coup par la pauvreté, parce que souvent les Français, les Occidentaux ne retiennent que ça. Ils disent que Naples, c'est une ville sale, et finalement ça a déjà un premier intérêt, c'est parce que ça fait fuir des touristes. Donc déjà, il y a un petit peu moins de concentration touristique à Naples, ce qui est tout à fait sympathique. Naples, c'est aussi réputé pour être une ville qui est criminogène, qui est dangereuse. J'y reviendrai un peu plus en détail plus tard. Donc oui, c'est vrai, Naples, c'est une ville pauvre, c'est une ville sale. Et pour ceux qui me connaissent, vous pouvez dire, mais comment Victor peut apprécier ce genre d'ambiance?
Et oui, effectivement, ça fait partie aussi de l'éducation que j'ai reçue de mon père. Je suis une sorte de maniaque du ménage, du rangement. Je ne supporte pas quand il y a 3 livres qui traînent quelque part. Je ne supporte pas les jouets d'enfants qui traînent. Je ne supporte pas des poubelles qui sont en attente d'être vidées et qui ne sont pas mises dans le local poubelle. Enfin bref, voilà, je vis très mal la saleté chez moi. En revanche, ça me dérange pas plus que ça quand ça fait partie d'une ambiance et ouais, on va dire que je le supporte plutôt assez bien. Euh, mais c'est pas forcément la saleté en soi que j'aime à Naples. C'est plus que ça, c'est une forme d'ambiance, c'est un côté peut-être un peu sauvage, un peu dur, un peu rude. Et puis, c'est sa population. En fait, je crois que c'est très rare aujourd'hui qu'il y ait une population autochtone qui soit encore populaire. Populaire, j'entends, avec finalement pas les moyens, en fait, en réalité, de partir en vacances, d'aller ailleurs. Une population qui vit avec un taux de chômage énorme, mais cette population, elle est là depuis quasiment toujours. Enfin, en tout cas, on ne sait pas depuis quand elle est là, mais elle est là depuis de très nombreuses générations. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, a totalement disparu en France. À part peut-être quelques exceptions, mais c'est très rare. Et même si vous allez dans d'autres pays, je pense à l'Italie du Nord, je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique, il n'y a pas de quartier populaire dans les mêmes proportions qu'il peut y avoir à Naples. On a peut-être, je ne connais pas suffisamment bien, des équivalents en Irlande du Nord, dans peut-être certains quartiers anglais pauvres, peut-être en Espagne un petit peu, mais dans l'ensemble, cette réalité, on pourrait dire populaire, est quelque chose qui a tendance à disparaître un petit peu partout, sauf évidemment dès qu'on va un peu plus à l'est. Donc, pour essayer que vous représentiez un petit peu les choses, il y a des quartiers entiers qui sont énormes, dans lesquels vous pouvez balader pendant des heures et qui sont habités par les mêmes familles depuis des siècles. Et ces familles, elles vivent très humblement. C'est-à-dire qu'en gros, en France, c'est quelque chose d'assez rare. Enfin, il y a évidemment la pauvreté en France, mais on n'en voit pas dans de telles proportions, concentrées au même endroit, etc. Donc vous avez voilà, des rues très étroites. Vous avez du linge qui sèche à toutes les fenêtres. Donc, déjà, vous voyez que les gens ne sont pas sales en soi, c'est-à-dire que leur quartier est sale, mais eux sont propres. Chez eux, c'est propre, ils lavent leur linge. Ça sent la lessive, justement, quand on se balade dans la rue. Alors, ça sent parfois aussi un peu les poubelles, mais voilà. Ils ont cette particularité de se déplacer en scooter pour le moindre petit trajet. Donc, même s'ils font 30 mètres, ils le font en scooter, sans casque, évidemment. Voilà, on peut voir parfois des enfants de 12 ans sur un scooter, des familles entières. Et puis, ils ont cette particularité de laisser leur porte ouverte sur la rue. Et d'ailleurs, souvent, les gens, c'est plutôt des personnes âgées, mais pas que, enfin un peu tous les âges, sont assis sur des chaises dans la rue et puis discutent dans la rue toute la journée. Enfin, il y en a qui travaillent évidemment aussi, mais comme il y a beaucoup de chômage, il y a cette ambiance un petit peu où la rue est un peu une extension du salon. Finalement, en fait, les gens ne rentrent chez eux que pour cuisiner, se laver, se coucher. Mais le reste du temps, ils sont plutôt dehors à discuter, à parler. Et quand on voit donc justement ces maisons ouvertes, on voit qu'elles sont extrêmement simples, quoi. Souvent, c'est une seule pièce dans laquelle tout est concentré. Il y a à la fois un petit coin douche, un coin cuisine, 2 lits, et voilà, c'est un intérieur, et souvent des intérieurs très propres. Alors, voilà, tout est tagué. Un truc qui m'a beaucoup amusé pendant mon séjour napolitain, c'est de voir qu'en gros, vous avez des systèmes de climatiseurs et l'évacuation, au lieu d'aller dans l'évacuation de l'immeuble ou de l'appartement, en fait, en gros, ça s'évacue directement sur la rue. Donc, pour éviter, en gros, d'inonder la rue avec les évacuations des climatiseurs, en gros, les gens mettent des bouteilles, des grosses bouteilles d'eau de 5 litres. Et une fois qu'elles sont remplies, ils les vident dans une bouche d'égout, etc., quoi. Donc voilà, tout est un peu comme ça. C'est vraiment le système de la débrouille. Il y a des fils électriques qui pendent un peu de partout, avec de la poussière, avec voilà, des tags sur les portes, avec parfois des parties de murs qui sont en train de s'effondrer, avec des morceaux de la chaussée qui sont abîmés, etc. Les gens ont des têtes très particulières. Parfois, ils font un peu peur. Enfin, ils ont des visages, en tout cas, vraiment typiques. On les reconnaît. C'est des visages très marqués. Et on peut les rencontrer qu'ici, en fait. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est l'enracinement, en fait, de ces peuples qui... voilà, c'est peut-être un regard très naïf, hein, parce que j'ai pas vécu avec eux. Je fais que me balader dans les ruelles. Mais on a l'impression, en gros, qu'il y a un décalage avec l'opulence morbide occidentale.
C'est-à-dire que ces gens-là, certes, ils sont aussi en proie à la télévision, à des loisirs modernes, le foot notamment, etc. Mais même le foot n'a pas la même connotation là-bas. Je reparlais du foot, mais euh, il y a évidemment un peu d'obésité aussi chez les jeunes napolitains pauvres. C'est dû à la malbouffe et puis en plus, on pourrait dire l'alimentation napolitaine n'est pas forcément ce qu'il y a de plus équilibré en soi. Il y a beaucoup de fritures, etc. Mais néanmoins, on sent, sans encore une fois aucun angélisme moral, ou etc., que ces gens-là sont un petit peu quand même préservés cette longue marche du déclin qui touche vraiment les grosses capitales occidentales. Et surtout, ce sont des gens qui se sentent à 200% napolitains. C'est-à-dire que pour eux, Naples, c'est vraiment leur identité, ils en sont fiers, ils la revendiquent partout, 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 partout dans la ville. Vous avez des maillots de Naples, vous avez des pancartes, voilà. Alors ça passe beaucoup à travers le football, mais le club de foot fait vraiment partie, enfin en fait, est l'emblème de la ville. Et c'est là où on a encore un peu une vision, un rapport au football populaire, encore une fois, où voilà, c'est vraiment c'est vraiment le club de la ville. Et les Italiens, enfin les Napolitains, se sentent vraiment représentés par ce club qui, pour eux, est d'une certaine manière leur caisse de résonance dans le monde, en fait, parce que justement, leur club, qui a été champion d'Italie cette année, voilà, il est le symbole finalement de cette ville qui est souvent détestée. Mais je me souviens, cette année, j'ai un ami italien qui vit en France, qui faisait le pèlerinage de Chartres avec moi. Je lui dis, cet été, je vais à Naples. Et il me dit, mais pourquoi tu vas à Naples? Quelle idée? Et je lui dis, oui, je te comprends, mais voilà, en fait, les Napolitains ont vraiment ce sentiment d'être un peu méprisés par le reste de l'Italie et même le reste du monde. Et ce club, c'est leur fierté. Parce qu'à chaque fois que le club remporte une victoire, c'est d'une certaine manière un peu une vengeance, en quelque sorte, contre tous ceux qui disent du mal d'eux, qui les méprisent, etc. Autre chose très marquante dans cette Naples populaire, c'est la piété. C'est assez incroyable. Il y a, je pense, sans trop exagérer, un oratoire tous les 10 mètres. Alors qu'est-ce que c'est qu'un oratoire? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être presque un hôtel, comme dans une église, avec un tableau de la Vierge, etc. Comme ça peut être juste une petite niche, souvent fermée, avec quelques images pieuses et une petite statue en plâtre, etc. Mais il y en a partout. Ça mélange un peu tout parce que souvent, en fait, à travers donc souvent, en fait, dans ces petits oratoires, il y a des prières et puis il y a des photos. Donc il y a les photos des gens qui sont décédés et qui habitent à côté de cet oratoire, pour qu'on prie. Souvent, il y a une très forte dévotion à Naples aux âmes du purgatoire. Il y a même une tradition à Naples qui remonte à l'Antiquité, dans les catacombes, dans les cimetières. Il y a des crânes et les familles napolitaines prennent un crâne et vont demander la protection du mort et en échange, elles vont prier pour lui, pour délivrer son âme du purgatoire. Donc c'est une piété très forte et en même temps une piété très populaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas forcément ces manières de prier sont pas forcément tout à fait dans l'orthodoxie catholique. Il y a des sortes de presque demi-saints, notamment la figure de Maradona, donc footballeur iconique du club de Naples. Il y a parfois, je voyais des photos de Lady Diana. Voilà, il y a parfois quelques célébrités, on va dire, un peu iconiques qui s'invitent dans ces oratoires ça a se demander presque si elles ne sont pas priées elles aussi. Une image qui m'avait amusé, c'est le grand saint, qui est le saint patron de la ville de Naples, San Gennaro, en français Saint-Janvier. Parfois, on voit en gros on utilise le visage du footballeur Maradona pour représenter San Gennaro. Donc il y a un peu des mélanges, les choses s'imbriquent. Et puis des traditions bizarres, enfin des croyances un peu étranges, hétéroclites par rapport à ce qu'on peut voir en France. On voit qu'il y a des gousses d'ail qui pendent aux fenêtres. Je ne pense pas que ce soit faire pendre de l'ail aux fenêtres. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de le sécher ou de le conserver près de sa cuisine. Je pense que ça a un sens. Tous les Napolitains, ils portent autour du cou un petit piment rouge, donc un petit pendentif. Normalement, originalement, c'est en corail. Et c'est pour se protéger du mauvais œil. Voilà. Alors aujourd'hui, les touristes, ils achètent des petites cornes de piment rouge fabriquées en Chine en plastique, mais voilà, les Napolitains, ils en ont une aussi, et c'est un symbole.
c'est un symbole du napolitain, c'est un signe de fertilité, c'est un... Voilà. San Gennaro, dans Saint-Janvier dont je parlais, il a une fête. Et à chaque année, en fait, au moment de la fête de Saint-Janvier, donc il y a une grande procession, quasiment toute la ville participe à la procession, on porte des chars immenses. Un de mes amis italiens m'a raconté qu'en gros, il y a une fierté chez les jeunes Italiens qu'à avoir des ampoules sur les épaules, d'avoir des marques qui sont dues justement au poids des chars qu'on porte au moment de la fête de San Gennaro. Et on sort une ampoule dans laquelle il y a du sang de San Gennaro. Et ce sang, il est solide tout au long de l'année. Et le jour de sa fête, par miracle, le sang se liquéfie. Donc c'est l'archevêque de Naples qui la montre chaque année. Et tous les Napolitains viennent voir le miracle. Et certaines années, le miracle ne se produit pas. Et généralement, quand le miracle ne se produit pas, il se produit une catastrophe, éruption volcanique ou autre. Donc voilà, cette piété, c'est pas forcément, les gens ne sont pas forcément des catholiques tels qu'on se le représente aujourd'hui, mais ils ont une grande piété. Moi, je suis allé dans les églises et j'ai vu des Napolitains prier. On voit des gens faire leur signe de croix dans la rue. On voit, voilà, cette piété, elle est vivante, même si elle ne se traduit pas forcément sur des formes qu'on a l'habitude de voir en France. C'est sans doute peut-être la piété qu'avaient nos ancêtres, voilà, ou peut-être que c'est quelque chose de très méditerranéen, je ne sais pas. Ensuite, alors il y a Naples et l'insécurité. Et c'est vrai que Naples, donc voilà, est réputée pour être une ville dangereuse, criminogène, etc. Et c'est une réputation qui se maintient sur des faits, hein, principalement en lien avec l'existence donc de la Camorra. La Camorra, c'est le nom qu'on donne à la mafia spécifiquement napolitaine, ou en tout cas dans la région de la Campanie. C'est la région autour de Naples. Cette mafia, elle a sans doute une existence qui remonte au XVIIIe, XIXe siècle. Elle a eu une période où elle a été quasiment interdite et réduite à néant. Elle est renée après la Seconde Guerre mondiale, à travers notamment le trafic de cigarettes. Et puis, dans les années 70-80, il y a eu un phénomène énorme. Donc, il y a un quartier en fait, qui a été créé justement pour reloger la population après les destructions à la fois de la guerre, mais aussi surtout des tremblements de terre. Et ce quartier a été donc conçu par un architecte futuriste. Et donc ça s'appelle la Scampia. Et il y a des voiles. Enfin, en fait, donc c'est-à-dire qu'en gros, les immeubles en fait ressemblent un petit peu à des voiles. Enfin, en tout cas, on peut trouver un lien avec l'image de la voile, parce que chaque terrasse en fait n'est pas censée avoir une autre terrasse au-dessus d'elle. Donc en gros, ça fait un peu comme une pyramide. Ça devait être un quartier paradisiaque, idyllique, plutôt même pour la bourgeoisie napolitaine, et c'est devenu un enfer parce que le projet n'a jamais été achevé. Et donc en fait, ce sont des populations très populaires qui ont habité là, et la mafia a pris une emprise immédiate sur le quartier. D'une part, c'était le lieu où on produisait la drogue, c'était la plus grosse plaque tournante de la drogue en Europe, autant en termes de la production que de la vente que du trafic. On testait des nouvelles drogues sur les populations locales, et donc petit à petit, ça a créé vraiment un système mafieux. Alors ce système mafieux, il ressemble pas du tout au film Le Parrain, ou etc. C'est une mafia qui est beaucoup moins pyramidale. C'est plein de petites finalement activités illégales de trafic qui s'organisent, et avec évidemment une dimension criminelle, et donc beaucoup de règlements de compte, beaucoup d'assassinats, voilà, d'affaires crapuleuses. Et tout ça, donc ça a été porté un petit peu à son apogée avec le livre Gomorra. Donc vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu après un film, puis après une série. Et je ne sais pas si c'est vraiment ce film-là qui a fait réagir en tout cas les autorités, mais il y a eu un peu un coup de filet dans les années 2000, 2010 peut-être plutôt, où beaucoup on va dire de parrains, ou en tout cas de personnes influentes de la Camorra ont été mises sous les verrous. Donc ça a drastiquement limité l'activité mafieuse. Même si, en fait, en réalité, aujourd'hui, c'est très difficile, parce que par définition, cette activité, elle est secrète, donc c'est très difficile de savoir concrètement ce qu'elle représente. Moi, la manière dont je me représente ça, c'est simplement des formes d'activités plus ou moins illégales et organisées, qui peuvent aller dans le domaine du bâtiment, à des sortes de corruption autour de chantiers, comme des trafics. On voit ça toujours aujourd'hui à Naples, au milieu des fruits et des légumes dans le marché. Vous avez des cartouches de cigarettes qui sont vendues à un prix bien inférieur au prix légal. Vous avez partout
des petits commerces qui vendent des faux sacs de marque de luxe, Louis Vuitton ou je ne sais quoi. Donc vous avez toujours ce trafic-là. Évidemment, et puis Naples, c'est pas une ville. En fait, enfin, en gros, je pense que ce qui permet de comprendre Naples, en fait, c'est tout simplement l'absence d'État. C'est qu'en gros, les gens sont un peu livrés à eux-mêmes et c'est un gros bordel. Même s'il y a évidemment un peu d'État dans tout ça, mais il y a de la police et tout. Mais en gros, la police, elle s'embête pas avec les petites histoires. C'est-à-dire qu'en gros, la police, elle cherche peut-être davantage à intervenir sur des trafics de drogue plus importants. Mais je voyais dans des reportages que je regardais quand j'étais à Naples où on voit en fait qu'elle laisse même en gros des gens se droguer parce que c'est pas les drogués qui l'intéressent, c'est ceux qui vendent de la drogue. Donc voilà, en gros du coup la police s'embête pas, je pense, avec savoir si les gens mettent leur ceinture dans la voiture, s'ils mettent leur casque, etc. Même si voilà, quand je discute avec les Italiens, il y a aussi quand même une grosse lourdeur bureaucratique administrative qui est quand même très pesante aussi en Italie. Donc finalement en fait il y a un peu les deux mauvais côtés d'un système, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un peu la loi de la jungle et en même temps, il y a quand même un État et une bureaucratie. Voilà. Donc tout ça est sans doute très difficile à vivre au quotidien et ça rend, je pense, tout simplement le quotidien des Italiens très, 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 très compliqué pour tout. Alors, venons-en aux richesses de Naples. Parce que tout ce que je vous ai évoqué, pour moi, c'est vraiment ce qui fait le charme de Naples. C'est justement ce côté sauvage, ce côté peut-être en dehors du temps, qui crée à cette ville une ambiance si originale, si extraordinaire. Mais Naples, c'est aussi une ville qui a énormément de richesse et de beauté. Donc oui, tout est tagué, même des édifices importants sont aussi recouverts de tags. Mais souvent, derrière les tags, en fait, vous avez des villas qui sont magnifiques, vous avez des palais partout, vous avez en fait, des paysages dans cette ville, enfin des paysages urbains, mais qui sont juste extraordinaires, avec de l'architecture de toutes les époques. Vous avez à la fois des ruines antiques, vous avez des vestiges, vous avez des châteaux médiévaux, vous avez des palais de la Renaissance, baroque, etc. Vous avez des parties construites sous l'époque napoléonienne. Vous avez aussi des immeubles fascistes, futuristes, mais qui sont voilà, très beaux, etc. Vous avez une ville qui est vraiment très, très, très riche architecturellement. Enfin, vraiment, vous pouvez, enfin, si vous aimez l'architecture, si vous aimez, si vous vous intéressez à la construction, etc., vous pouvez vraiment, enfin, arpenter cette ville de long en large pendant des journées et des journées et être fasciné par tout ce que vous allez voir. C'est extraordinaire. Moi, l'ami en fait qui m'a fait découvrir Naples, Oreste, dont je vous parlais au début, c'était quelqu'un qui était artiste. Il venait d'une grande famille napolitaine. Son père était un grand juriste, voilà, et il avait voulu que son fils fasse des études de droit, évidemment. Sauf que après ses études, du coup, son père l'a autorisé à se consacrer à l'art. Et donc, il est devenu à la fois, enfin, il a fait de la gravure, de la peinture, de la sculpture, etc. Et quand ça m'est arrivé parfois de rencontrer ses amis, qui étaient un peu la grande société napolitaine, une personne que j'avais rencontrée chez lui était la propriétaire, l'héritière de deux grands palaces napolitains. Et cette dame, qui parlait très bien français, m'avait offert, pour mon voyage de noces avec mon épouse, euh, quelques nuits dans un de ces palaces. C'était assez fou quand j'ai repensé là quand j'étais avec ma femme, on est repassé devant le palace, on disait mais on se rendait pas compte quand on avait 24 ans, passer une nuit dans un lieu comme ça, enfin on pourrait jamais se le payer aujourd'hui. Et à l'époque, enfin, ça nous étonnait, mais ça ne nous paraissait pas aussi fou qu'aujourd'hui. Et voilà, donc il y a des grandes familles à Naples, il y a des grandes richesses, il y a des palaces, il y a tout un monde aussi voilà, très, très riche. Et puis, il y a un patrimoine religieux, surtout qui est très impressionnant. Juste pour vous donner un ordre d'idée, donc à Naples, il y a au moins 500 églises et sans doute plein d'autres qui sont même pas répertoriées parce que trop petites chapelles, on les compte pas dans les églises. À Paris, si on prend toutes les églises et les chapelles, on en compte 139. Vous voyez, 500 à Naples, 139 à Paris, ça vous donne un peu une idée du ratio. J'ai pas regardé pour Rome, il y en a peut-être un peu plus à Rome, mais franchement, Naples, c'est impressionnant. Il y en a partout des églises. C'est comme à Rome, vous avez des places avec 4 églises, etc., des chapelles partout. Il y en a plein, les plus connues que vous retrouverez sur les guides touristiques, hein, elles sont magnifiques, il faut les voir. Il y en a beaucoup qui sont qui périssent un petit peu par manque d'entretien et de budget pour les entretenir. Donc il y en a qui parfois qui sont murés, c'est assez triste de voir une église qui est murée. Il y en a qui sont devenues payantes, j'aime pas du tout ça, mais en même temps parfois c'est le seul moyen pour préserver le patrimoine. Donc des églises se transforment en musées, c'est dommage. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'églises qui sont vivantes avec des prêtres.
Il y a la messe traditionnelle à Naples, on a pu y assister. Et il y a, voilà, il y a, moi, il y a une des visites que j'ai trouvées vraiment très émouvantes et des plus belles, c'est le monastère Saint-Grégoire d'Arménie, Saint-Grégoire l'Arménien, San Gregorio. Et il y a un cloître magnifique. Il faut payer pour le visiter, mais le cloître est vraiment sublime. C'est du baroque napolitain typique. C'est quelque chose d'assez extraordinaire avec des visages qui ont des yeux écarquillés, etc. Enfin, c'est assez extraordinaire. C'est un véritable trésor, cette église aussi l'est, mais voilà, vous en trouverez je ne peux pas vous faire une liste de toutes les églises, enfin, tant par la peinture, la sculpture, vous avez plein d'églises, des tableaux du Caravage, des sculptures du baroque qui sont connues dans le monde entier. C'est vraiment un patrimoine religieux qui est incroyable. Naples, c'est aussi connu pour les santons. Je ne sais pas si vous connaissez les crèches napolitaines, c'est les plus belles crèches du monde. Pour moi, c'est un niveau au-dessus des crèches provençales, même si j'aime beaucoup les santons de Provence. Les crèches napolitaines, ils font des santons qui sont habillés avec des vêtements. Il y en a de toutes les tailles. Il y en a à tous les prix, tous les degrés en quelque sorte de perfection. Et vous avez encore tout un quartier dans lequel on peint des santons. Et vous pouvez visiter, vous pouvez ramener d'ailleurs des santons napolitains ou faire une crèche napolitaine. Mais voilà, vous avez des santons à 2000 euros qui sont faits pour des églises en fait en réalité, qui sont magnifiques. Et vous voyez toujours des artisans qui savent perpétuer justement un savoir-faire unique en Europe. Naples, c'est aussi la ville où a été inventée la pizza. Je pense que c'est la ville d'Europe où on mange les meilleures pizzas. Et ça, c'était justement, je regardais une petite vidéo de Simon Bavastro. Je vous recommande d'ailleurs ses podcasts et ses vidéos, dans laquelle justement il en a fait plusieurs sur Naples. Et il disait justement cette remarque, je la trouve assez intéressante, c'est que même à l'heure de la mondialisation où tout s'exporte, il y a quand même en fait des saveurs et des goûts qu'on est incapable d'exporter. Il disait voilà, en gros, le croissant français, finalement, il n'y a qu'en France on mange des croissants qui sont aussi bons. Il n'y a qu'à Naples où on mange des pizzas qui sont aussi bonnes. Et moi, donc il y a vraiment les pizzas. Elles sont, je sais pas comment dire, mais c'est la pâte, c'est tout. Enfin, tout est trop. Enfin, c'est vraiment très bon. Et puis il y a aussi une petite pâtisserie, moi qui aime un peu ma Madeleine de Proust, qui sont ce qu'on appelle les sfogliatelles. Ça c'est une sorte de pâte feuilletée. Et à l'intérieur, vous avez une sorte de crème avec des oranges. Et enfin, voilà, c'est à la fleur d'oranger. C'est délicieux, c'est très sucré, c'est très gras, mais c'est très bon. C'est aussi la ville de la mozzarella, la mozzarella de Campanie, c'est la mozzarella qui est vraiment originaire de la ville de Naples, et franchement ça n'a strictement rien à voir avec toutes les mozzarella qu'on peut trouver dans des supermarchés. En France, c'est la burrata qui est devenue à la mode, mais en fait à Naples, la burrata c'est considéré comme une mozzarella un petit peu de seconde zone, et quand vous mangez une mozzarella napolitaine, que ce soit une mozzarella au lait de vache ou une fior di latte au lait de bufflet, voilà, elles ont un goût, une texture que vous retrouvez qu'à Naples. Naples, c'est aussi la ville du foot. Voilà, comme je vous disais, ce club est omniprésent dans la ville. Maradona, c'est devenu, alors que pourtant c'est un Argentin, hein, mais il a été simplement joueur de foot à Naples, c'est devenu une icône. Voilà, vous ne pouvez pas passer à côté du club de foot de Naples. J'ai presque hésité à m'acheter un maillot de Naples, voilà, sans même du tout m'intéresser au foot. J'avoue qu'au bout de quelques jours passés dans cette ville, on est presque tenté de devenir un supporter du club de foot. C'est évidemment le café. Et voilà, c'est une ville qui est très riche sur le plan de la gastronomie. Alors pour finir, si vous souhaitez visiter Naples, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? C'est de partir au minimum 4 jours. Je pense qu'en dessous, c'est vraiment insuffisant. Enfin, vous risquez d'être un peu frustré, de passer à côté de beaucoup de choses. Moi, je vous conseille. Alors, c'est vrai que moi, je suis plus très hôtel. Je suis pas fan du principe Airbnb, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Enfin, ça laisse plus de choix, plus d'autonomie. On peut éventuellement acheter des choses et les manger chez soi. On n'est pas obligé d'aller au restaurant tout le temps. Donc voilà, le principe de louer une chambre, c'est pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je vous conseille de ne pas louer en fait dans le centro historico, parce que c'est très bruyant, trop touristique. Mais en fait, de prendre les quartiers qui sont mitoyens. Donc c'est Vicaria, c'est San Lorenzo, c'est Stella, c'est le quartier de la Sanità, c'est San Fernandino, c'est Monte Calvario, etc. Ces quartiers-là sont parfois un peu plus populaires, mais pas tant que ça, enfin ça dépend lesquels. Mais vous serez juste à côté du centre historique, et en même temps, vous serez moins dans le bruit, le brouhaha touristique, etc. Ensuite, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est vraiment en fait de vous balader le nez au vent. C'est d'arpenter les rues. C'est de vous dire, en gros, on va faire un quartier et on va le sillonner en long, en large, en travers. C'est vraiment de vous imprégner de cette ambiance.
de visiter évidemment les églises, mais de fuir en gros les grands axes touristiques. En fait, en réalité, dans Naples, il doit y avoir 2 ou 3 grands axes touristiques où on piétine, etc. Mais voilà, en fait, dès qu'on s'écarte, on est très tranquille. Et il faut visiter les églises. Il y a un truc que j'ai pas fait, mais j'avais très envie de le faire, j'avais juste pas de maillot de bain à ce moment-là, c'est me baigner sur le port. J'ai l'impression que c'est vraiment le spot très populaire pour se baigner. C'est en gros les gens qui n'ont pas, je pense pas, les moyens d'aller à la plage. Donc en gros, voilà, ils mettent une chaise sur le port et ils sautent. Je sais pas si c'est très propre, mais ça faisait plutôt envie. Et puis voilà, et puis surtout aller déguster un petit peu les spécialités napolitaines. Moi, je vous conseille vraiment d'aller dans les restaurants alors qui font pas resto à touristes, mais qui font pas non plus trop luxueux. D'aller essayer de repérer un petit peu des restaurants qui semblent être un peu les restaurants dans lesquels vont les Napolitains. Pour ça, il faut fouiller un peu, il faut faire du repérage. Et vraiment, enfin voilà, peut-être certains d'entre vous seront heurtés par la saleté, le bazar. Mais si vous êtes un petit peu ouvert d'esprit et que vous acceptez de rentrer dans cette ambiance, vous verrez voilà, que à Naples, eh bien, se trouve un mystère, quelque chose qui est au cœur de l'Europe, qui est profondément européen, je pense. Et Naples, ce n'est pas l'Afrique, comme certains disent. C'est vraiment l'Europe. Il y a quelque chose d'extraordinaire chez ce peuple. Et voilà, peut-être vous serez conquis et j'aurai l'occasion peut-être d'en rediscuter avec vous. Voilà, j'étais très heureux de reprendre ces podcasts après les vacances. J'ai plein d'épisodes qui sont en cours de préparation. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à partager ces podcasts, à les faire connaître autour de vous. Je suis toujours très friand de vos retours, de savoir ce qui vous intéresserait d'aborder comme sujet, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Voilà, c'est le but de ce podcast, c'est justement que se crée aussi une petite communauté et qu'on puisse échanger autour de sujets, faire découvrir de nouveaux sujets. N'hésitez pas si vous souhaitez intervenir aussi, je serai très heureux d'animer une émission avec vous. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt sur le retour au réel.